Bonjour, bienvenue dans Smart Women, l'émission qui donne le pouvoir aux femmes, en prenant la nécessité de leur juste place dans toutes les sphères de pouvoir économique, politique, médiatique, sans oublier bien sûr le domaine scientifique avec notamment l'enjeu tout à fait essentiel de la tech et de l'intelligence artificielle. Alors on voit bien que confrontés aux défis grandissants de nos sociétés, nous avons grandement besoin de davantage de femmes en responsabilité. C'est à la fois une question d'équilibre, mais c'est au moins autant une question à la fois de performance économique et de capacité de progrès. Alors aujourd'hui, pour en parler, je vais accueillir tout d'abord Margot Derry, qui est à la fois entrepreneur et artiste et qui a créé le Cercle de l'Art pour permettre l'émergence de talents féminins dans ce domaine. Je recevrai ensuite Marie-Christine Maéas, qui est la directrice diversité et inclusion du groupe Forbis Mazars et qui est également présidente d'un think tank qui s'appelle les Ateliers de l'entreprise et mixité. Et donc ces différentes positions lui permettront de nous brosser un tableau de la position des femmes et de nous parler notamment du sujet du rapport des femmes au pouvoir. Et enfin, je recevrai Marlène Schiappa, bien connue, ex-ministre, mais qui a également beaucoup d'autres casquettes, et qui vient récemment de lancer une ONG, et qui en est présidente, donc fondatrice, d'Active, et qui a produit le Next Women 40. Voilà, donc un beau programme, et tout de suite, je vais accueillir Margot Derry. Bonjour Margot Derry. Bonjour. Bienvenue dans Smart Women. Merci de m'accueillir. Merci. Alors, vous avez créé le Cercle de l'Art. Et vous êtes vous-même artiste, donc bon, c'est pas le thème habituel de mon émission, mais justement j'ai trouvé intéressant de vous inviter parce que vous, finalement, de façon assez originale, vous conjuguez à la fois amour de l'art et pragmatisme économique, ce qui vous permet d'ailleurs de lutter, enfin de chercher à lutter contre la précarité financière des femmes artistes. Donc, pour qu'elles puissent faire une carrière et développer à la fois leur talent et en vivre. Alors, au départ, vous avez d'ailleurs démarré par un diplôme de l'ESCP, vous avez fait du conseil à l'entreprise, vous avez d'ailleurs créé vous-même une start-up qui était spécialisée dans tout ce qui est accompagnement à la levée de fonds en phase d'amorçage. Bon, bref, donc un parcours plutôt financier. Bon, alors expliquez-nous, première question, pourquoi vous avez bifurqué vers l'art et qu'est-ce qui s'est passé, comment vous avez fait ? Merci beaucoup. En effet, moi, j'ai commencé par des études d'économie. Ensuite, je suis allée à l'ESCP où j'ai fait un master de business. J'ai toujours aimé la peinture. C'est une histoire familiale. C'est une histoire de cœur. Et je pense qu'au démarrage, je n'avais pas conscience que c'était une carrière possible. Justement, ayant grandi dans un environnement plutôt parisien élitiste, on va dire, j'avais pas compris qu'il y avait une possibilité d'être artiste. Le jour où j'ai compris, ça a changé pas mal de choses dans ma vie. Et petit à petit, j'ai essayé de faire un virage qui a pris 2-3 années. Vous avez repassé un diplôme d'ailleurs. J'ai repassé un diplôme. Je suis partie étudier en Angleterre parce que j'étais trop âgée en France. J'ai étudié à Londres, à Central Saint-Martin, c'est au Royal College, la peinture. Et j'ai commencé en fait cette nouvelle vie d'artiste. Quand on est en école d'art, on nous dit souvent il faut à peu près 10 ans en tant qu'artiste pour vivre de son travail. Et moi, comme j'avais déjà, entre guillemets, perdu quelques années, c'est quelque chose qui me faisait très peur. Donc, je me suis dit, comment je vais trouver une solution pour que cette passion soit vivable économiquement. Alors là, c'est typiquement entrepreneurial, parce que quand quelqu'un se dit, il y a une question, il y a un problème, et j'apporte une solution, c'est un entrepreneur. Donc, vous êtes une entrepreneur, sans nul doute. Oui. Alors, parlez-nous du Cercle de l'Art. Qu'est-ce que c'est, en quoi ça consiste ? L'idée, d'ailleurs, s'inspire de plusieurs choses, bien sûr, mais notamment de start-up américaines comme Patreon qui permettent aux auteurs de se faire payer mensuellement pour leur travail. Je me suis dit, voilà, comment trouver un moyen pour que l'artiste ait au moins une sécurité financière par une planification de ses revenus. Donc, le Cercle de l'Art consiste en fait en une exposition qui permet aux artistes, 1 mois par an, de vendre les œuvres avec un paiement en 12 mensualités. Donc grâce à ça, les acheteurs ou collectionneurs, comme on dit dans le milieu de l'art, en fait peuvent potentiellement acheter une œuvre de manière plus souple et l'artiste, en cumulant les ventes, se crée un revenu mensuel. C'est vraiment le cœur du projet, c'est cette notion de revenu mensuel
pour pouvoir, comme toute personne, notamment qui habite dans une grande ville, anticiper pour payer son loyer, son matériel, etc. Et alors, vous vous êtes entouré forcément d'une équipe, parce que pour pouvoir faire ça, il faut garantir le fait que le paiement soit effectif. Enfin, donc, vous êtes entouré d'une équipe avec quelles compétences? Oui, tout à fait. On a mis en place tout un aspect juridique, Oui. avec des bons de dépôt qui sont sécurisés. On a aussi un assureur d'art. Mais en réalité, comme il y a un lien qui se crée particulier entre les acheteurs et les artistes, aujourd'hui, le projet a permis de vendre plus de 2000 œuvres. 2000, oui, c'est un beau... On n'a jamais eu de problème particulier de défaut de paiement. On a eu 2-3 cas et ça a été réglé assez souplement. Et alors, 2000 œuvres, ça correspond à combien d'artistes? Vous accompagnez combien d'artistes? Vous avez accompagné combien d'artistes depuis le départ? Alors, à ce jour, depuis le lancement effectif en 2021, on a accompagné, je crois, 188 artistes. Qui sont des artistes femmes. Oui, bien sûr, vous avez fait le choix d'avoir des femmes. Le choix, en fait, c'est venu à moi, puisque quand j'ai proposé ce projet au début, vraiment au stade de l'idée, plus de 80% des personnes qui ont répondu à l'appel à candidature étaient des femmes. D'accord, d'accord. Ça prouve sans doute qu'il y avait un sujet un petit peu plus prégnant de leur côté. De plus grande précarité, probablement. Exactement. Ouais, tout à fait. Et alors aujourd'hui, ça fait 4 ans que vous l'avez lancé, donc finalement, en quelques mots, quels sont les objectifs, les nouveaux objectifs que vous vous donnez, comment vous allez les faire évoluer? Parce que tout ça, on n'a pas précisé, mais il y a un abonnement donc, annuel, puisque c'est sur une année au départ, il y a un abonnement mensuel qui fait que le modèle économique peut tourner par rapport aussi aux frais engagés, c'est bien ça. Exactement, et le modèle, c'est pas seulement cette exposition qui a lieu au mois d'avril pour présenter les œuvres. Le Cercle de l'Art, c'est aussi pour les artistes qui participent, des résidences. Là, on a enregistré, chaque artiste a contribué à l'enregistrement d'un épisode de podcast. On a aussi des rencontres que les artistes organisent pour se connaître. Enfin voilà, il y a tout un programme. Les années précédentes, on a fait des cours. Voilà, donc c'est un programme qui est évolutif. La suite du projet. Je suis en train de penser vraiment à une manière de diffuser un petit peu plus largement la méthode que j'ai inventée pour qu'on puisse finalement accueillir plus d'artistes femmes, parce qu'à ce jour, justement dans une volonté de démarrage en douceur, le projet, c'est cette année 50 artistes femmes. D'accord. Écoutez, bravo. Bravo pour tout ça. Écoutez, en tout cas, on va arrêter là. On aurait envie d'en parler davantage, parce que c'est un sujet assez particulier. Merci d'avoir partagé cette approche qui est originale, parce que là, vous n'opposez pas du tout l'art et l'économie, comme parfois on peut l'entendre. Et au contraire, vous proposez des parcours artistiques sur base économique, ce qui est finalement un levier d'émancipation pour les femmes. Donc, bravo et merci pour tout ça. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Margot. Bonjour Marie-Christine Mayas. Bonjour Marie-Claire. Merci de votre présence dans Smart Women. Alors Marie-Christine, nous allons bien sûr, comme je le disais en introduction, parler de la position des femmes. Mais avant, finalement, je voulais démarrer par une question qui est directement issue de l'actualité. Vous êtes directrice au sein du groupe Forbis Mazars, vous êtes directrice diversité et inclusion, c'est-à-dire exactement la fonction que le gouvernement américain a entrepris de détruire. Donc, première question, qu'en pensez-vous? Comment voyez-vous l'évolution des choses? Qu'est-ce que vous constatez dans les groupes que vous connaissez? Comment vous voyez ça? Est-ce que c'est très inquiétant ou est-ce qu'on va pouvoir s'en sortir? Il y a quelques motifs d'inquiétude. Effectivement, je pense que la fonction de directeur et directrice d'INA ne sont pas menacées, en tout cas en Europe. En revanche, il y a de vrais reculs aux États-Unis. Je ne vous apprends rien. Il y a l'exemple emblématique d'Accenture qui a vraiment choqué, puisqu'ils étaient particulièrement avancés sur le sujet. Et il y a évidemment toutes les entreprises, en particulier qui travaillent dans le secteur public, qui sont très touchées. Donc là, c'est catastrophique. Ou bien ça touche également des entreprises qui, en Europe, ont des parts de marché importantes aux États-Unis. Autrement, ce que l'on observe quand même, et qui est plus rassurant, c'est une certaine discrétion. On ne change rien, on continue d'avoir des objectifs, on continue d'avoir des feuilles de route mixité, mais on ne communique plus. Ou alors, on n'utilise plus le mot diversité. Donc ça, on le voit beaucoup. Ou bien encore, officiellement, on a arrêté, c'est-à-dire qu'on ne communique plus, on n'utilise plus le mot diversité, mais on continue.
Je ne le citerai pas, mais l'exemple justement d'une entreprise très emblématique qui a annoncé tout arrêter et qui, sur le marché français, quand on leur demande mais qu'est-ce qui se passe, vous n'allez tout de même pas arrêter, finalement ressortent la feuille de route initiale et l'ancienne version du site Internet. Voilà, donc il y a des effets d'annonce. Et puis il y a aussi les entreprises qui n'ont absolument rien changé dans la communication et dans les initiatives. Et même, je dirais davantage, des entreprises qui, au contraire, ont renforcer leur feuille de route, leurs objectifs, parce qu'ils y ont vu une sorte de menace à cet équilibre qui est en train de se faire autour de la diversité. Et sous la menace, finalement, on a décidé de se renforcer. Il y a même eu une tribune dans les Échos de chefs d'entreprise. Bon. Voilà, donc il n'y a pas de menace, donc je pense. On retient qu'on peut être un petit peu rassuré malgré tout. Bon, alors venons-en maintenant à votre perception de la position des femmes. Je crois que je sais que vous avez juste eu une séance du club des dirigeants au sein du think tank que vous présidez, donc l'atelier d'entreprise et mixité. Donc, alors quelle a été la teneur et qu'est-ce que vous retenez principalement de ces entretiens que vous avez eus ? Alors oui, effectivement, c'est intéressant parce que ça permet de voir quelles sont les problématiques à leur niveau. Vraiment, au niveau des dirigeants, ce sont des dirigeants de grands groupes, grandes organisations, privées, publiques. Et pardon, je vous coupe, mais il y a des femmes et des hommes. Il y a des femmes et des hommes, effectivement. Ils sont une vingtaine et une minorité de femmes, mais nous avons les deux. Eh bien, tout d'abord... alors, évidemment, ils sont là parce que, pour différentes raisons, soit ils ont été encouragés par leurs équipes, soit ils sont engagés de manière naturelle. Ce n'est pas le cas pour tous. Mais d'une façon ou d'une autre, s'ils n'étaient pas totalement engagés, ils le sont devenus au contact de leurs collègues en s'appropriant des éléments de langage, des attitudes et un engagement, justement, qu'ils n'avaient pas forcément. Donc, nous sommes biaisés puisqu'ils sont particulièrement engagés. Mais néanmoins, ils ont eu tous le même constat qui est que de leur côté, ils gardent le cap concernant la diversité et l'inclusion. Certains ont eu des commentaires par leurs homologues américains, mais pourquoi as-tu fait ce commentaire, etc. Ça ne les a pas empêchés finalement, grosso modo, de continuer sur leur feuille de route et leur engagement, en changeant le vocabulaire, comme je le disais. Bien sûr. Donc, une certaine prudence, mais un cap qui est gardé. Ça, c'était vraiment dans le tour de table, à l'unanimité, la position. Ensuite, leur préoccupation principale à leur niveau, c'est le groupe des hauts potentiels, les femmes qui vont accéder, les viviers, qui vont accéder à leur comité exécutif ou à leur équipe dirigeante. Et ça, c'est un vrai souci pour eux de chaque instant, puisque c'est aussi là-dessus qu'ils seront jugés, si je puis dire, sur les questions de diversité. Alors, ils y travaillent de différentes manières. D'abord, ils sont tous, en l'occurrence, dans ce groupe mentor d'une haut potentiel qui appartient à une organisation autour de la table. Donc, c'est vraiment un dirigeant ou une dirigeante avec une très haut potentiel. Et c'est un système qui fonctionne, puisqu'on voit que ces femmes, qui sont toutes hautes potentielles qu'elles sont, ont vraiment des freins qu'on imagine mal à ce niveau. C'est ça qui est parfois inquiétant et désespérant, si je puis dire, puisque ces freins, ils existent vraiment chez toutes les femmes, y compris celles qui sont surdiplômées, surcompétentes. Mais bon, le mentorat fonctionne bien. Et leur autre préoccupation, c'est quel suivi dois-je effectuer de ce groupe de femmes qui va arriver et devenir dirigeante. Et là, la question n'est pas résolue. C'est-à-dire qu'ils pensent à différentes solutions. C'est soit certains, alors c'est un peu des expérimentations qui ne fonctionnent pas toujours, mais en tout cas, l'idée, c'est d'avoir un suivi très rapproché de ce vivier de talents. Et certains disent, bien, on est allé trop loin, en fait. On les a trop suivis et ça a découragé certaines qui ont dit, écoutez, chez moi. Parce que le temps passe malheureusement vite. Pour en revenir à un thème que vous avez évoqué quand on a parlé ensemble avant la réunion, qui était que justement, parmi les freins, il y avait l'image du pouvoir. Alors, dites-nous, il nous reste 1 minute 30 en
gros. Mais dites-nous, c'est quoi les freins, la relation au pouvoir, comment vous le percevez? Oui, la question de l'image du pouvoir est arrivée sur leur table, si je puis dire, parce qu'on parlait du sujet de l'opting out, donc les femmes qui font un pas de côté. Et dans les raisons de l'opting out, il y avait cette image du pouvoir qui était un peu repoussante pour les femmes. Là où on en est, là où ils en sont de cette réflexion, c'est qu'il faut absolument redéfinir ce qu'est le pouvoir. À savoir que le pouvoir défini par un homme ou le pouvoir défini par une femme n'est pas le même. Et on ne souhaite pas y accéder pour les mêmes raisons. Donc ça, c'est vraiment important pour les dirigeants de comprendre qu'est-ce qui va attirer les femmes vers le pouvoir. Et puis, il faut qu'on travaille aussi sur les mythes et les réalités, c'est-à-dire que le pouvoir est parfois diabolisé par des hommes et par des femmes, entraînant la non-envie d'y accéder. Donc il y a tout un travail à faire sur l'image du pouvoir, le côté boys club, le côté il va falloir que je me batte si j'arrive dans cette arène-là. Et donc ils essaient, on est vraiment dans une démarche, ils sont dans une démarche de mettre en avant tout ce qu'il y a de positif dans le pouvoir, toutes les raisons de jouir du pouvoir et qui pourront peut-être finalement attirer davantage de femmes. Bon, on va s'arrêter là, mais c'est un thème très intéressant, le thème du pouvoir et de la façon dont les femmes le perçoivent. D'ailleurs, j'avais reçu Cécile Belliot, qui est la directrice générale du groupe Bell, qui avait justement expliqué de façon très intéressante la conception du pouvoir. Au départ, elle n'avait pas envie du pouvoir, et puis après elle s'est rendue compte que le pouvoir, ce n'était pas une fin en soi, c'était un moyen de faire des choses, et comme elle avait envie de faire des choses, du coup elle a trouvé le pouvoir tout à fait intéressant. Et elle l'a assumé. Merci beaucoup. Merci Marie-Claire. Je pense que je vais continuer d'ailleurs à parler de ce sujet avec mon invité d'après, puisque c'est Marlène Schiappa, et elle est également très sensible à ce thème-là. Absolument. Merci Marie-Christine. Bonjour Marlène Schiappa. Bonjour Marie-Claire. Ravie de vous accueillir sur le plateau de Smart Woman. Merci. Alors Marlène, je ne vais pas vous présenter parce que vous êtes quand même très connue, après 7 ans, même plus, d'exercice de la fonction de ministre. Et puis vos engagements sont connus à la fois pour la cause des femmes notamment, où vous avez depuis longtemps beaucoup investi sur ce thème-là, mais vous êtes également écrivaine, conférencière, vous avez été entrepreneur, et entrepreneur dans la tech, c'est quand même un point important, parce qu'on ne l'a pas suffisamment dit, enfin bref, des casquettes très, très diverses. Et aujourd'hui, vous avez rejoint le groupe Tilder, donc là, vous vous occupez de communication et d'accompagnement d'entreprise. Et vous avez récemment lancé une nouvelle initiative qui est la création d'Active. Bon, donc on va bien sûr en parler. Mais avant de parler de ça, je voulais vous poser la première question finalement. Qu'est-ce qui s'est passé? À partir de quand vous vous êtes intéressé, vous avez pris conscience, vous avez eu envie de vous engager et vous avez commencé à vous engager sur la cause des femmes? C'est vrai qu'il n'y a pas un matin où je me suis réveillée en me disant tiens, je suis féministe, mais l'observation de petites inégalités. Moi, je viens d'une famille méditerranéenne, j'ai un père corse, une mère italienne, donc avec des traditions. Les garçons font les cabanes et les filles préparent le repas. Mais c'est vraiment quand je travaillais chez Havas, quand j'avais 22, 23 ans et j'attendais ma fille, je voyais que c'était pas la même chose pour les hommes et les femmes d'avoir un enfant. Et c'était vraiment ça le point de départ de mon engagement, de l'association Maman Travail que j'ai créé, voir que les femmes mangeaient un sandwich au-dessus de l'ordinateur en programmant des rendez-vous médicaux et qu'elles étaient toujours en train de courir en partant, alors que les hommes avaient l'air d'avoir beaucoup de temps libre, même ceux qui avaient des familles nombreuses. C'était une interrogation en fait à la base, qui est une observation de cette injustice qui a fondé mon engagement. D'accord, donc tout est parti de là, et à partir de là, vous avez commencé à avoir des actions qui allaient dans le sens de les aider, justement. Exactement, alors j'ai commencé à me dire, on va pouvoir peut-être être solidaire, faire un réseau, Maman Travail, c'est le premier réseau des mères actives, et puis me dire, en fait, il y a des problèmes de politique publique, de déficit de place en crèche, de manque de transparence, d'inégalité de salaire femmes-hommes, et puis peut-être aussi nous, dans notre comportement, peut-être qu'on induit quelque chose de l'ordre de cette inégalité professionnelle, et donc j'ai voulu qu'on agisse sur ces questions-là, associativement et politiquement. Alors vous savez que moi, mon thème, alors moi je suis sur la partie vraiment plutôt économique, pas du tout le côté violence qui malheureusement est aussi un vrai sujet, mais je ne le traite pas. Et donc vous savez que j'ai ce thème de la juste place des femmes dans les sphères de pouvoir, je précise. Donc bon, est-ce que ce concept vous le reprendriez à votre compte? Qu'est-ce que vous en pensez? Complètement. Moi je pense que c'est un concept extrêmement intéressant parce qu'on est toujours en train, d'abord en France on est très philosophique. Je rentre d'un déplacement à New York et dans les entreprises à New York, les femmes me disent, nous ici on est pragmatiques
article sur la question de l'égalité femmes-hommes. En France, c'est vrai qu'on aime réfléchir, et moi j'aime bien ce côté à la française, où on réfléchit, on intellectualise un petit peu les choses, et on essaye de trouver finalement une mixité femmes-hommes, comment on peut partager un même espace de pouvoir, de responsabilité, et trouver une juste place, une place juste. Ça me semble évidemment ce qui est souhaitable pour les femmes et pour les hommes aussi d'ailleurs. Oui, pour l'équilibre global de la société. Absolument, d'ailleurs, tout à fait. ce que je disais en introduction. Alors vous avez entendu Marie-Christine Maillas, donc avant vous, qui elle mentionnait notamment ce frein important qui est l'image du pouvoir, la relation des femmes au pouvoir. Alors qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous observez sur ce sujet-là? J'ai trouvé très intéressant ce qu'elle a dit, et moi j'irais même plus loin, je dirais qu'il y a un genre de backlash contre les femmes qui réussissent, et on le sait, c'est dans l'inconscient collectif. J'ai sorti un livre qui s'appelle Nos si petites ambitions. Je raconte dedans le syndrome de l'Oscar, c'est-à-dire le fait quand les femmes ont une récompense, elles divorcent, elles sont quittées. L'INED a montré quand une femme gagne plus que son mari ou son compagnon, elle a plus de probabilité d'être quittée par son compagnon. Et ce ne sont que des exemples de la vie personnelle pour montrer que je pense que nous avons intériorisé le fait qu'une femme qui réussit et qui est visible, elle va le payer d'une manière ou d'une autre à un moment. Donc ce côté, le pouvoir qui rebute, je suis persuadée que inconsciemment, on a au fond de notre réflexion, on a vu tellement des femmes réussir et s'en prendre plein la figure en retour de cette réussite, que nous avons intériorisé une partie de cela, je pense. Oui, parce qu'on voit effectivement des femmes qui elles-mêmes, finalement, en position de dirigeante, qui ont les mêmes réactions et qui finalement ne sont pas forcément... D'ailleurs, il y a le sujet des quotas, ça rejoint un petit peu... Bon, moi, je suis très... intellectuellement contre et pragmatiquement très pour, comme beaucoup à la française. Et on a toujours en plus le besoin de l'exprimer, ce qui est quand même bizarre. Bon. Mais les quotas, c'est vrai que la loi a quand même fait beaucoup progresser les choses. Copé-Zimmermann, la loi Marie-Pierre Rixain. Bon. Comment vous voyez cette évolution? Et finalement, au sein de vos différentes activités, puisque, encore une fois, vous avez touché à plusieurs mondes, qu'est-ce que vous voyez comme différence? Comment vous voyez les choses? Moi, je pense que c'est un mal nécessaire, les quotas. Donc, je vous rejoins. On dit souvent c'est vexant pour une femme d'être nommée parce qu'on est un quota. Ce que je trouve plus vexant, c'est pas être nommée. C'est chez soi en train de vider de la vaisselle avec le téléphone qui sonne pas, en se disant mince, je serais une formidable administratrice d'entreprise, mais personne ne m'appelle. Heureusement, je ne suis pas un quota. Donc, je suis pas certaine qu'on se dise ça. Marie-Josée Zimmermann, c'est la marraine de l'ONG Active, donc on travaille beaucoup ensemble. Et là, on vient de publier une étude dans le magazine Challenge avec l'ONG Active, dans laquelle on pose la question spontanément aux femmes, quel est le trait le plus négatif qui soit associé aux femmes de pouvoir? Et les femmes répondent les quotas. Et c'est très surprenant parce que d'un côté, mathématiquement, les quotas ont fait preuve de leur efficacité. Et en même temps, il y a cette espèce de défiance, c'est-à-dire que je ne veux surtout pas être associée à la politique de quotas. Donc nous éprouvons nous-mêmes, en tant que femmes dirigeantes, un paradoxe vis-à-vis de cette question des quotas efficaces, mais l'étiquette que nous n'avons pas envie d'avoir. Et donc, dans les différents mondes les sphères que vous avez côtoyé encore aujourd'hui, est-ce que vous voyez des différences? Est-ce qu'il y a des endroits où c'est plus facile ou plus difficile ou plus évident? Oui, il y a des différences, mais moi je dirais qu'il y a des différences femmes-hommes qui sont flagrantes. Ça fait 1 an et demi maintenant que j'accompagne des dirigeants et des dirigeantes. Les femmes et les hommes ne réagissent pas de la même manière face au pouvoir et à la visibilité. D'abord, je peux vous dire que quand je fais une proposition à un dirigeant, je vais partir du rendez-vous avec une réponse. L'homme dirigeant va me dire oui, ça m'intéresse ou non, je ne vais pas le faire. La femme dirigeante veut toujours faire valider par quelqu'un. Elle doit en parler à son board, à son DIRCOM, à son mari parfois. Je ne pars pas avec une décision. Et de la même manière, quand je propose une visibilité, un homme dirigeant l'acceptera, toujours, sans exception. Une femme dirigeante, soit va commencer par la refuser, soit va vouloir avoir le moindre détail. L'ensemble des questions, la visibilité préparée, faire des réunions de préparation. Ce syndrome un peu de la bonne élève, mais aussi de la peur de la visibilité parfois, qui empêche de se mettre en avant et de faire savoir tout ce qu'on fait et qui est un élément important pour progresser dans sa carrière. Bon, néanmoins, on peut malgré tout se réjouir. Il y a quand même des évolutions qui sont assez marquées. Comment vous jugez justement l'évolution et finalement aujourd'hui le chemin qui est encore devant nous, comment vous le qualifiez? D'abord, il y a des évolutions qui sont incommensurables. Ma grand-mère, donc, qui vit encore donc, en 2 générations, ne pouvait pas travailler, ne pouvait pas avoir de chéquier, ne pouvait pas voter, de contraception, etc. Donc ça donne le vertige si on se dit qu'en 2 générations, on a quand même conquis des droits de manière incroyable. Ceci étant, le haut de la pyramide et les patronnes du CAC 40, qui est le sujet qui m'intéresse,
Ça m'intéresse parce que je trouve que c'est vraiment le parangon de ce qui ne va pas et du fait qu'on a accepté qu'en haut de la pyramide, c'était pas si grave. Comme si on se disait finalement travaillons sur l'égalité salariale pour les métiers du soin, etc. Mais abandonnons le haut de la pyramide, c'est pas grave, c'est des hommes dirigeants. Moi je trouve ça grave. En fait, je pense que la question de la justice et de l'égalité, c'est une question qui ne souffre pas d'exception. Il n'y a aucune raison qu'il n'y ait que 3 ou 4 femmes patronnes du CAC 40 et 36 ou 37 hommes. Alors, cela étant, il y a un chemin, parce que, bon, évidemment, comme on vient d'années et d'années avec... Bon, donc il faut que ça chemine. Bon, là, on accélère. Moi, j'essaie de rester positif sur le sujet en me disant, bon, on accélère quand même, donc c'est pas mal. Il faut accélérer. Et c'est vrai que parfois, on peut se demander si les générations montantes ont la même perception. Qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce qu'il n'y a pas le risque qu'ils aient l'impression que finalement, c'est fait ? Alors, il y a la gender fatigue d'un côté chez les hommes, et puis de l'autre, il y a des jeunes femmes qui considèrent peut-être que c'est fait. J'ai l'impression que c'est très différent. À chaque fois qu'on parle de la jeunesse, je trouve qu'il y a plusieurs jeunesses. Si je vois moi mes filles qui ont 18 ans et 13 ans, moi j'ai toujours été la féministe de service du gouvernement et auprès de mes filles, je pense qu'elles imaginent que je suis une tradwife réactionnaire parce que comparée à elles et à l'engagement de leur génération, je suis plutôt traditionnelle dans ma vie personnelle. Donc j'ai l'impression qu'on est un peu poussé en avant par cette jeune génération et en même temps il y a d'autres parts de cette jeunesse qui n'est pas monolithique. Il y a d'autres parts pour lesquelles effectivement il y a un recul, c'est ce que disent certaines études, notamment avec l'influence des réseaux sociaux, de représentations très stéréotypées, très basées sur le physique, l'apparence des jeunes filles et des jeunes garçons aussi. Moi je suis préoccupée par la montée de certaines sphères sur les réseaux sociaux avec des hommes qui se vantent d'interdire à leurs fiancés telle ou telle pratique. Là, pour le coup, on est revenu à l'époque de la jeunesse de ma grand-mère. Bien sûr, bien sûr. Alors, bon, pour lutter contre cela, vous avez lancé donc votre ONG Active. Alors, parlez-nous d'Active, qu'est-ce qu'elle fait, quels sont ses projets ? C'est une ONG qui fonctionne en bénévolat à 100%. On a un board avec une trentaine de femmes qui sont activistes, engagées dans des associations, dirigeantes. Et notre action phare, parmi d'autres, c'est le lancement du Next Women 40, qui est donc une liste de femmes aptes à devenir patronne du CAC 40. Parce que j'en avais vraiment marre d'entendre des actionnaires, des comités de nomination, mais aussi des chasseurs de tête me dire « j'aurais adoré nommer une femme ». Hélas, je n'en ai pas trouvé. C'est la fameuse phrase de Christine Lagarde. Exactement. La femme qu'on n'a pas trouvée, c'est la femme qu'on n'a pas cherchée. Moi, j'ai voulu démontrer qu'avec un jury, avec la patronne de LinkedIn, des chasseurs de tête, la présidente d'Air France, etc., mais tout le monde bénévole, on pouvait passer en revue des centaines de profils de femmes, membres de Comex, patronnes de grosses ETI, etc., et trouver ces futures patronnes du CAC 40. D'ailleurs, l'une d'elles, Hinda Gharbi, est devenue vraiment patronne du CAC 40. Entre-temps, il y a eu le CAC 40 est rentré. Voilà, on n'y est pour rien, mais Bureau Veritas est rentré au CAC 40. Donc, de fait, on est passé de 3 à 4, mais ça montre aussi le sérieux de notre liste et le fait que les 39 autres sont fondées à devenir patronnes du CAC 40 dans les années à venir. Et alors, au-delà de cette liste que vous allez actualiser, comment vous allez faire ? Il nous reste une minute, mais comment vous allez faire désormais pour le faire vivre tout ça ? Alors, c'est une vraie difficulté parce que c'est pas si évident d'avoir des critères objectifs qui s'appliquent aux femmes comme aux hommes. De ne pas avoir plus de critères pour les femmes. Elles ont toutes été reçues à l'Élysée. La liste est parue dans les Échos. Et donc, on va continuer, bien sûr. Il y aura une prochaine édition en novembre pour toujours mettre en valeur ces femmes. On est la seule ONG où des femmes bénévolement donnent de leur temps pour propulser la carrière d'autres femmes que parfois on ne connaît même pas. Mais on estime que leur talent et la cause en vaut la peine. Bon, donc on regardera et au fur et à mesure que vous cocherez des cases de femmes qui, de la liste, deviendront, ça sera une preuve. Bon, absolument. On peut se le souhaiter de toute façon largement. Arriver à une mixité au moins dans le CAC 40. Oui, un équilibre. Non, mais c'est vrai qu'il n'est pas du tout question d'aller dans l'autre sens, mais l'équilibre est tout à fait important. On a encore une bonne marge. Donc absolument, on est bien d'accord. On peut avancer. Bon, écoutez, en tout cas, merci beaucoup pour votre action et merci de continuer tout ça. Notre émission est terminée, donc merci de l'avoir suivi et je vous donne rendez-vous au mois prochain. Merci.